Ce texte n'est pas un résumé, il n'est pas un récit fidèle, ni une relecture pédagogique. Il s'adresse à une mémoire qui existe déjà, à une histoire qui a été vue, ressentie, puis laissée sans mots pendant longtemps. Ce qui suit n'explique rien, il arrive simplement plus tard. Il y avait un temps où l'on regardait la télévision sans savoir que l'on était en train de recevoir quelque chose qui resterait. Un écran posé dans un salon ordinaire, une lumière un peu trop vive le soir, et, sans avertissement, une histoire qui n'avait pas l'air d'être faite pour des enfants, mais qui passait pourtant à l'heure des enfants. On ne comprenait pas tout, on ne comprenait peut-être presque rien, mais quelque chose insistait, une tension discrète, une beauté sévère, un sentiment étrange, celui de regarder des êtres magnifiques, tout en pressentant qu'ils n'avaient nulle part où aller. Pourquoi cette histoire-là est-elle restée, alors que tant d'autres se sont effacées? Il ne s'agissait pas seulement de costumes, ni de musique, ni même de drame. Il y avait autre chose, quelque chose de silencieux, presque gênant, qui traversait les images sans se nommer. Enfants, nous n'avions pas les mots. Nous sentions seulement que cette histoire parlait de règles invisibles, de rôles attribués avant même la naissance, de gestes accomplis non par choix, mais par nécessité. Ce malaise n'était pas une peur claire, plutôt une reconnaissance, comme si, très tôt, on avait compris que le monde des adultes n'était pas seulement injuste ou cruel, mais structuré d'une manière qui rend certaines pertes inévitables. On regardait, et on restait silencieux. Avec le temps, les images se sont estompées, les visages sont devenus flous, les scènes précises se sont mélangées. Mais le sentiment, lui, n'a pas disparu. Il a simplement attendu. Ce n'est que bien plus tard que l'on comprend. Ce que l'on avait perçu enfant n'était pas l'histoire elle-même, mais sa structure. La sensation qu'un individu peut être admirable, fort, sincère, et pourtant condamné par la place qu'il occupe. Ce n'était pas une histoire de victoire. Ce n'était pas non plus une histoire de morale. C'était une histoire où la dignité ne protégeait pas, où l'amour n'ouvrait pas forcément une issue, où l'histoire avançait sans demander la permission. Et peut-être est-ce pour cela que cette œuvre ne s'est jamais vraiment laissée oublier, parce qu'elle ne cherchait pas à rassurer, elle ne promettait rien, elle montrait simplement ce que signifie exister à l'intérieur d'un système plus vaste que soi. Quand on y repense aujourd'hui, ce n'est pas avec nostalgie, ce n'est pas le souvenir confortable d'une enfance révolue, c'est plutôt une question restée ouverte, longtemps négligée. Pourquoi, si jeunes, avions-nous accepté cette tristesse sans révolte? Pourquoi cette beauté rigide nous semblait-elle juste, presque naturelle? Pourquoi n'attendions-nous pas de salut? Peut-être parce que, sans le savoir, nous reconnaissions déjà quelque chose de fondamental. Le monde ne se contente pas de briser les individus. Il les façonne d'abord pour que cette rupture paraisse logique. Et c'est là que commence réellement cette histoire. Non pas dans les événements, mais dans cette intuition silencieuse, née devant un écran, qu'il existe des existences choisies, non pour être heureuses, mais pour porter un rôle jusqu'au bout. Oscar, ou la figure à qui aucune sortie n'a été accordée, dans Lady Oscar, Oscar est placée au centre, mais elle n'est jamais au cœur. Elle traverse tous les espaces, la cour, l'armée, la rue, la révolution, sans jamais appartenir pleinement à aucun. On a souvent dit qu'Oscar était libre, qu'elle brisait les frontières, qu'elle incarnait une émancipation avant l'heure. Mais cette lecture est trompeuse, car Oscar n'est pas née pour être libre, elle a été désignée. Oscar n'est pas un personnage qui choisit, elle est un individu choisi par une structure, choisi par un père qui voulait un fils dans un monde où seuls les fils pouvaient servir, choisi par une monarchie qui avait besoin d'un corps loyal mais interchangeable, choisi par un récit qui avait besoin d'un point fixe pour observer un monde en train de se fissurer. Oscar est une réponse fonctionnelle à une série de manques systémiques, et c'est précisément pour cela qu'elle ne peut pas s'échapper. On confond souvent absence de féminité imposée et liberté, mais Oscar n'échappe pas au rôle, elle en cumule plusieurs, sans jamais en posséder un. Elle n'est ni femme reconnue, ni homme accepté, ni sujet politique, ni simple exécutante. Chaque espace qu'elle traverse l'accueille à condition qu'elle n'y demeure pas. La cour l'utilise, l'armée la tolère, le peuple l'admire de loin, mais aucun de ces mondes ne lui offre un lieu de repos. Oscar semble droite, ferme, intègre. Mais cette droiture n'est pas une posture morale, c'est une nécessité structurelle.
Lorsqu'aucune sortie n'existe, la seule stabilité possible est l'alignement intérieur. Oscar ne cherche pas la justice, elle cherche la cohérence. Non pas parce qu'elle croit que le monde peut être juste, mais parce qu'elle sait qu'un individu sans place ne survit qu'en refusant de se fragmenter. C'est ici que se produit le malentendu fondamental. On a voulu faire d'Oscar une héroïne révolutionnaire. Mais Oscar ne mène pas la révolution, elle est déplacée par elle. La révolution n'est pas son projet, c'est le seul espace où son existence cesse d'être contradictoire. Dans l'effondrement des rôles, son absence de rôle cesse momentanément d'être une anomalie. Ce n'est pas la liberté, c'est une suspension. Oscar ne rêve pas d'un avenir, elle n'en a jamais le luxe. Elle observe, elle comprend, et lorsqu'elle agit, ce n'est pas pour changer le monde, mais pour rester fidèle à ce qu'elle est devenue malgré elle. C'est pourquoi son destin n'a rien de triomphal. Un symbole qui survit aurait trahi sa fonction. Oscar est devenue une icône précisément parce qu'elle ne pouvait pas vivre après. Elle est la figure de tous ceux qui ont compris trop tôt et trop clairement un monde qui ne leur avait prévu aucune place durable. Elle n'est pas un modèle, elle est un miroir tardif. Et c'est pour cela que ce personnage continue de résonner chez ceux qui l'ont vu dans les années 80 ou 90. Non pas comme une nostalgie, mais comme une reconnaissance différée. Oscar ne nous disait pas ce qu'il fallait devenir. Elle nous montrait, en silence, ce que cela coûte d'être lucide dans une structure qui refuse les issues. Oscar, André, le peuple, la structure par laquelle l'intime est absorbé par l'histoire. Il faut maintenant déplacer encore le regard. Non plus seulement Oscar, non plus seulement l'individu enfermé dans une forme sans issue, mais la relation, ou plus exactement, la manière dont toute relation devient impossible à préserver au moment même où l'histoire commence à accélérer. Car Lady Oscar n'est pas une œuvre sur l'amour contrarié, ce n'est pas non plus une tragédie romantique au sens classique. C'est une œuvre qui pose une question bien plus dérangeante. Que devient l'intime lorsque l'histoire n'a plus le temps de l'attendre? Un triangle qui n'est pas amoureux, Oscar, André, le peuple. La tentation est grande d'y voir un triangle affectif, ou une déclinaison classique, l'aristocrate, le serviteur, la foule. Mais ce serait une erreur de lecture. Ce triangle n'est pas construit pour produire un drame sentimental. Il est construit pour montrer la dissolution progressive de toute intimité. Oscar et André ne sont pas empêchés de s'aimer par des obstacles sociaux ordinaires. Ils sont empêchés par le temps historique. Le peuple, quant à lui, n'est pas un décor. Il n'est même pas un antagoniste. Il est la force d'absorption. Ce que le peuple fait, sans intention consciente, c'est absorber toute relation privée dans un mouvement collectif qui ne peut plus ralentir. 2. André. Celui qui comprend trop tôt André est souvent lu comme le compagnon fidèle, l'amour silencieux, la figure sacrificielle. Mais ce rôle est insuffisant. André est avant tout celui qui comprend avant les autres. Il comprend Oscar avant qu'Oscar ne se comprenne elle-même. Il comprend la révolution avant qu'elle ne se nomme. Il comprend surtout une chose essentielle. Il n'y aura pas de moment juste. Son amour n'est pas refoulé par peur. Il est retenu par lucidité. Dire trop tôt serait inutile. Dire trop tard serait cruel. Alors André se tait. Non par faiblesse, mais parce que le temps disponible pour l'intime est déjà en train de disparaître. Il n'attend pas un signe. Il constate un glissement irréversible. 3. Oscar. Comprendre sans pouvoir choisir Oscar, dans ce par 3, cesse d'être un symbole individuel. Elle devient un nœud de tension. Elle comprend tout. Elle voit l'injustice. Elle voit la faillite de l'ordre ancien. Elle voit aussi André. Mais cette compréhension n'ouvre aucun espace d'action privée. Chaque prise de conscience la place plus profondément dans une position où le choix personnel n'est plus prioritaire. Oscar n'est pas empêché de choisir André. Elle est déplacée dans un monde où ce choix n'a plus de valeur opérante. C'est là l'un des gestes les plus cruels de l'œuvre. Faire précéder la compréhension du choix, puis retirer au choix toute possibilité réelle. 4. Le peuple, ni héros, ni foule aveugle. Le peuple de Lady Oscar n'est pas idéalisé. Il n'est pas non plus diabolisé. Il est présenté comme une masse historique en formation. Une masse qui ne connaît pas Oscar, qui ne connaît pas André, qui ne connaît pas leurs liens. Et cela n'est pas une faute morale, c'est une nécessité structurelle. L'histoire ne peut pas intégrer les singularités affectives. Elle ne fonctionne que par agrégation, par mouvement, par pression. Ainsi,
Sans jamais le vouloir, le peuple devient ce qui dissout l'intime, non parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est trop vaste pour attendre. 5. Pourquoi l'amour arrive toujours trop tard? La question revient sans cesse chez les spectateurs. Pourquoi ne se disent-ils rien plus tôt? Mais cette question suppose encore un monde où le temps est disponible. Or, Lady Oscar décrit précisément le moment où le temps cesse d'être personnel. L'amour n'est pas empêché, il est déphasé. Quand André pourrait parler, Oscar n'est pas encore prête. Quand Oscar comprend enfin, l'histoire a déjà avancé trop loin. Ce n'est pas une tragédie de caractère, c'est une tragédie de synchronisation impossible. 6. Une œuvre qui refuse la consolation. Il serait facile de donner à cette histoire une conclusion réparatrice. Il serait facile de dire « au moins, ils se sont compris ». Mais même cette consolation est fragile, car comprendre n'a pas sauvé André. Comprendre n'a pas protégé Oscar. Comprendre n'a pas ralenti l'histoire. La compréhension arrive seule, et elle arrive trop tard. C'est peut-être pour cela que cette œuvre continue de résonner si profondément chez ceux qui l'ont vue il y a plusieurs décennies, parce qu'elle ne promet rien, elle constate. 7. À ceux qui ont déjà vécu cette histoire. Ce texte ne s'adresse pas à ceux qui découvrent Lady Oscar. Il s'adresse à ceux qui l'ont déjà traversée, à ceux qui savent ce que c'est de comprendre une relation quand le moment est passé, à ceux qui ont senti que certaines choses ne sont pas empêchées par l'interdit, mais par le mouvement du monde lui-même. Oscar, André, le peuple ne forment pas un drame amoureux, ils forment une structure de perte, une structure dans laquelle l'intime ne disparaît pas par manque d'amour, mais parce que l'histoire ne peut pas le porter. Mémoire, génération et l'impossibilité de transmettre. Pourquoi cette histoire est restée sans jamais pouvoir être expliquée? Il existe des œuvres qui se transmettent par le récit. Elles se résument, s'enseignent, se commentent. Elles deviennent des références, des exemples, parfois même des leçons. Lady Oscar n'appartient pas à cette catégorie. Elle n'a jamais su se laisser expliquer. Ce qui subsiste d'elle n'est pas un message clair, ni une morale, ni même une interprétation partagée. Ce qui demeure, c'est autre chose, une empreinte silencieuse, déposée dans la mémoire de ceux qui l'ont traversée. Ce texte ne cherche pas à combler ce manque. Il ne tente pas de clarifier ce qui, par nature, ne l'a jamais été. Il observe au contraire le mécanisme par lequel une œuvre, précisément parce qu'elle ne se laisse pas transmettre, parvient pourtant à survivre aux générations. Une œuvre qui ne se raconte pas. Essayez, un instant, de raconter Lady Oscar à quelqu'un qui ne l'a jamais vue. Vous pouvez évoquer la Révolution française. Vous pouvez parler d'une femme élevée comme un homme. Vous pouvez mentionner Versailles, le peuple, la violence, la chute. Mais très vite, quelque chose résiste. Car ce qui a marqué ceux qui ont vu cette œuvre n'est pas réductible à une intrigue. Ce n'est pas une suite d'événements. Ce n'est même pas un destin. C'est un sentiment diffus, impossible à localiser précisément, qui ne se manifeste qu'après coup, parfois des années plus tard. Un malaise discret, une nostalgie sans objet, une impression de perte qui ne correspond à rien de concret. Ce n'est pas une histoire que l'on se souvient avoir comprise, c'est une expérience que l'on se souvient avoir ressentie sans jamais avoir su quoi en faire. La génération qui ne savait pas qu'elle était une génération, les enfants et adolescents qui ont découvert Lady Oscar dans les années 1980 et 1990 ne savaient pas qu'ils formaient une génération. Ils ne savaient pas non plus qu'ils portaient en eux une mémoire particulière. Ils regardaient une série animée. Ils ne savaient pas qu'ils assistaient à la transmission d'un traumatisme symbolique qui n'était ni le leur, ni entièrement celui de l'histoire. La Révolution française n'était pas vécue comme un passé national à glorifier, ni comme un récit héroïque à célébrer. Elle apparaissait comme un mouvement écrasant, où personne, absolument personne, ne sortait véritablement victorieux. Ce regard n'était pas formulé, il était simplement absorbé, et ce qui est absorbé sans mots ne peut être transmis par des mots. L'échec volontaire de la transmission. Habituellement, une œuvre qui traverse le temps le fait parce qu'elle propose un cadre interprétatif stable. Elle permet aux générations suivantes de dire « Voilà ce que cela voulait dire ». Lady Oscar refuse cela. Elle ne donne aucune clé définitive. Elle ne désigne aucun sens prioritaire. Elle ne dit pas « Souviens-toi de ceci ». Au contraire, elle laisse chaque spectateur face à un résidu inexpliqué. Ce résidu ne peut être enseigné, il ne peut être résumé, il ne peut même pas être revendiqué.
C'est précisément cette impossibilité qui a permis à l'œuvre de ne pas s'user, car ce qui s'explique finit par se figer, ce qui se comprend trop bien finit par se refermer, ce qui ne se transmet pas correctement, en revanche, continue de circuler sous forme de silence. La mémoire comme sédimentation, non comme récit. La mémoire collective n'est pas faite uniquement d'histoires racontées. Elle est aussi composée de couches muettes, déposées sans intention, sans langage, sans autorité. Lady Oscar n'a pas survécu parce qu'elle a été comprise, mais parce qu'elle a été déposée. Déposée dans une génération qui n'a jamais su quoi en faire, et qui n'a donc jamais pu l'épuiser. Ce qui est transmis ici n'est pas une idée, mais une sensation de désajustement face à l'histoire. Une intuition vague selon laquelle les grandes transformations collectives ne sauvent pas nécessairement les individus. Cette intuition ne se formule pas. Elle se reconnaît seulement quand une autre œuvre, une autre époque, vient la réveiller. Pourquoi cela n'a pas disparu? Les œuvres disparaissent lorsqu'elles deviennent inutiles. Elles s'effacent lorsqu'elles ont tout donné. Lady Oscar n'a jamais donné de réponse. Elle n'a donc jamais cessé d'être utilisable. Non pas comme un modèle, mais comme un point de friction. Quelque chose qui gêne légèrement la lecture de l'histoire. Quelque chose qui empêche la réconciliation complète avec les récits héroïques. Elle demeure, non pas parce qu'on la comprend encore, mais parce qu'on ne l'a jamais vraiment comprise. Et ce qui n'a jamais été compris ne peut jamais être définitivement oublié. À ceux qui ont vécu après. Ce texte ne s'adresse pas à ceux qui découvrent cette œuvre aujourd'hui avec le regard analytique, critique, distancié. Il s'adresse à ceux qui l'ont vue trop tôt pour la comprendre et trop profondément pour l'oublier. À ceux qui ne peuvent pas dire pourquoi cette histoire les a marqués, mais qui savent qu'elle l'a fait. Ce n'est pas un hommage. Ce n'est pas une explication tardive. C'est une reconnaissance. La reconnaissance qu'il existe des œuvres dont la fonction n'est pas d'enseigner, mais de rester. Silencieusement, inconfortablement, irréductiblement. À ceux qui ont continué à vivre, pourquoi, maintenant, tenter de reparler? Il existe des œuvres qui accompagnent une époque et d'autres qui restent simplement là, sans jamais réclamer la parole. Lady Oscar n'a pas demandé à être comprise. Elle n'a pas exigé qu'on en tire une leçon, ni qu'on en fasse un modèle, ni même qu'on la défende. Elle s'est déposée, silencieusement, dans la mémoire de ceux qui l'ont vue. Ceux qui ont rencontré cette œuvre dans les années 1980 ou 1990 ne l'ont pas portée comme un drapeau, ils ne l'ont pas citée, ils ne l'ont pas expliquée. Ils ont simplement continué à vivre. Études, travail, famille, échecs ordinaires, petites victoires sans nom et le lent déplacement du temps qui fait que l'on devient, sans s'en rendre compte, quelqu'un d'autre que celui que l'on était. Lady Oscar n'était pas absente de ce trajet, elle était non dite. Il serait faux de dire que cette génération a oublié. On oublie ce qui a été compris et dépassé. Mais ce qui n'a jamais trouvé de mots pour exister ne disparaît pas. Cela attend. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après tant d'années, ce léger retour, cette présence diffuse, ce souvenir qui ne s'impose pas mais qui insiste? Ce n'est pas la nostalgie. La nostalgie cherche le passé pour y trouver un refuge. Ce n'est pas non plus la réévaluation. Réévaluer suppose que l'on ait un jugement à corriger. Ici, il n'y avait pas de jugement, seulement une empreinte. À mesure que la vie avance, quelque chose se déplace. Les grandes décisions sont derrière nous. Les révolutions personnelles n'ont plus lieu. Il reste surtout la manière dont on a traversé ce qui nous a traversés. À cet endroit précis de l'existence, les récits héroïques cessent d'être utiles. Les discours politiques perdent leur tranchant. Les explications historiques n'apaisent plus rien. Ce qui revient, ce sont les émotions restées sans adresse. Lady Oscar n'offrait pas de position confortable, ni victoire nette, ni amour accompli, ni justice réparatrice. Elle montrait des êtres pris dans des rôles qu'ils n'avaient pas choisis, avançant pourtant jusqu'au bout de ce qui leur était assigné. Ce n'était pas un modèle à suivre, c'était une structure à ressentir. Pendant longtemps, cela n'avait aucune utilité sociale. On ne parle pas de ce qui ne sert à rien. On travaille, on élève des enfants, on tient, on avance. Mais lorsque la vie cesse d'être un projet et devient un récit déjà largement écrit, alors une autre question apparaît. Non pas « qu'ai-je réussi ?», mais « qu'ai-je porté sans le savoir ?» Ce moment où Lady Oscar réapparaît n'est pas un retour vers l'œuvre, c'est un retour vers soi à travers elle, non pour comprendre Oscar, mais pour reconnaître ce que cette figure
a permis de supporter sans jamais le nommer, la solitude sans plainte, la loyauté sans récompense, la lucidité sans promesse. Il ne s'agit pas de dire que cette œuvre avait raison. Il s'agit de constater qu'elle n'a jamais menti. Elle n'a pas offert d'issue imaginaire. Elle n'a pas transformé la douleur en grandeur. Elle a laissé les choses inachevées. Et ceux qui ont vécu ensuite ont appris à vivre avec l'inachevé. Pourquoi maintenant? Parce qu'à présent, il n'est plus nécessaire de tirer quelque chose de cette œuvre. On peut simplement la laisser être ce qu'elle a toujours été. Un point de résonance silencieux entre une fiction et une vie réelle qui a continué. Ce texte n'est pas une relecture, il n'est pas une défense, il n'est pas un hommage, il est une observation. Le constat que certaines œuvres ne prennent sens qu'une fois que presque tout a déjà été vécu. Et si, aujourd'hui, vous vous surprenez à repenser à Lady Oscar, ce n'est pas parce que le passé appelle, c'est parce que, pour la première fois peut-être, vous êtes à l'endroit de la vie où cette œuvre n'a plus besoin d'être expliquée. Elle peut simplement être reconnue comme ayant été là. Partie 6. Pourtant, le récit ne s'est pas achevé, vers un lieu qui n'est ni transmission, ni interprétation. Ce texte ne commence pas par un souvenir. Il commence par un constat plus inconfortable. Ce récit, que tout semblait avoir refermé, continue d'apparaître, non pas comme une référence culturelle, non pas comme une œuvre à défendre, mais comme une présence qui revient là où elle n'a pas été invitée. Il y a des œuvres que l'on transmet, il y a des œuvres que l'on explique, il y a des œuvres que l'on archive. La Rose de Versailles n'appartient pleinement à aucune de ces catégories, car ce qui persiste ici n'est ni le contenu narratif, ni les personnages, ni même le contexte historique. Ce qui persiste, c'est une structure de pensée inachevée qui n'a jamais trouvé de conclusion stable. Ce récit semblait pourtant clos. Il avait son époque, son style, son public. Il avait même, en apparence, une fonction. Parler de la Révolution, parler de la liberté, parler d'un individu pris dans l'histoire. Mais rien de cela n'explique pourquoi, des décennies plus tard, il continue d'agir dans des espaces mentaux qui ne partagent plus ni son langage, ni ses codes. La question n'est donc plus « qu'a voulu dire cette œuvre ?» La question devient « qu'a-t-elle laissé ouvert sans le vouloir ?» Dans ce récit, aucune position ne s'installe durablement. L'aristocratie n'est pas défendue, la révolution n'est pas célébrée, l'héroïsme n'est pas accompli, l'amour n'est pas sauvé. Tout semble aller quelque part, et pourtant, rien n'atteint un état final. Cette absence de résolution n'est pas un manque, c'est une configuration. Un récit qui ne ferme pas ses tensions ne peut pas être simplement rangé dans le passé. Il devient une zone instable, capable de réapparaître chaque fois qu'une époque rencontre des contradictions similaires, sans encore disposer de mots pour les nommer. Ainsi, ce récit ne se transmet pas comme un héritage. Il réémerge, il réapparaît lorsque les sociétés recommencent à produire des individus pris entre rôle et identité, entre loyauté et lucidité, entre participation et retrait. Il réapparaît lorsque l'histoire avance plus vite que la capacité des individus à y consentir intérieurement. Il réapparaît lorsque le langage politique devient trop grossier pour accueillir des expériences humaines complexes. C'est ici que le mot « influence » échoue, car une influence agit de l'extérieur. Elle façonne, elle modifie, elle inspire. Ce récit, lui, agit comme une résonance interne. Il ne dit pas quoi penser, il ne propose pas de modèle, il ne fournit aucune morale exportable. Il rappelle seulement qu'un certain type de fracture a déjà existé, sans jamais être refermé. Ce qui se déplace de génération en génération n'est donc pas un message, mais une forme de silence. Un silence organisé, un silence structuré, un silence laissé intentionnellement intact par le refus de conclure. C'est ce silence que les époques suivantes reconnaissent sans pouvoir immédiatement le nommer. Voilà pourquoi ce récit n'est pas transporté vers le futur, c'est le futur qui vient s'y heurter. Chaque fois qu'une société produit des individus sommés d'incarner des rôles impossibles, chaque fois que l'histoire exige une clarté morale que la réalité ne permet pas, ce récit devient à nouveau lisible, non pas parce qu'il explique, mais parce qu'il témoigne d'une impossibilité. Dans ce sens, la Rose de Versailles n'est pas une œuvre du passé, c'est une structure dormante qui s'active lorsque certaines conditions réapparaissent. Elle n'enseigne rien, elle n'avertit pas, elle ne prophétise pas, elle constate, une fois de plus, qu'il existe des moments historiques où vivre correctement et comprendre ce que l'on vit ne sont plus compatibles.
Ce texte n'a donc pas pour fonction de préserver ce récit. Il n'a pas pour fonction de le transmettre. Il observe simplement ce phénomène étrange, un récit qui ne se laisse pas oublier parce qu'il n'a jamais prétendu conclure. Si ce récit continue d'apparaître, ce n'est pas parce qu'il est nécessaire, c'est parce que le monde continue de produire les mêmes tensions non résolues sous des formes nouvelles. Et tant que ces tensions existeront, ce récit continuera d'exister à leur bord. Non comme une réponse, mais comme une trace persistante d'un endroit où la pensée s'est arrêtée sans jamais disparaître. Part 7. Vivre hors du récit, une structure inachevée. Et nous, aujourd'hui, il existe un moment imperceptible où une histoire cesse d'être une histoire. Elle ne s'achève pas, elle ne se conclut pas, elle cesse simplement d'occuper la place qui lui était assignée. Elle n'est plus devant nous, mais autour de nous. Ce moment est celui où la rose de Versailles cesse d'être un objet narratif et devient une structure silencieuse, logée dans la manière même dont nous pensons le monde. Nous avons longtemps cru que les œuvres vivaient dans le passé et que le présent ne faisait que les citer, les adapter ou les oublier. Mais certaines œuvres ne procèdent pas ainsi. Elles ne laissent pas derrière elles un héritage, mais une faille, une disjonction initiale entre ce que signifie vivre et ce que signifie appartenir à l'histoire. Cette faille, la rose de Versailles l'a rendue visible une fois, et depuis, elle n'a jamais cessé de se reformer. Oscar n'est pas un modèle, elle n'est pas un symbole reproductible, elle est la trace d'un désajustement, celui d'un être dont la cohérence intérieure ne correspond plus au récit collectif disponible. Elle ne se rebelle pas, elle ne s'émancipe pas, elle ne triomphe pas, elle continue à avancer dans une structure qui n'a plus de place pour elle. Ce que nous appelons aujourd'hui fragmentation, burn-out, désalignement, fatigue morale, n'est peut-être que la répétition contemporaine de ce même point de rupture. André, lui, n'est pas le silencieux romantique. Il est la figure de ceux dont la lucidité n'a pas de langage public. Il voit, il comprend. Mais ce qu'il comprend ne peut ni s'énoncer, ni se transformer en action historique. Dans le monde contemporain, combien d'André existent sans le savoir? Des individus capables de percevoir que quelque chose ne fonctionne plus. Dans le travail, dans la politique, dans la famille, dans les systèmes de valeurs, mais qui n'ont aucun lieu où déposer cette perception. Ils ne sont pas ignorants, ils sont structurellement muets. Et puis, il y a cette troisième présence, toujours là, toujours indistincte. Le malaise sans nom. Dans l'œuvre, on l'appelait le peuple. Aujourd'hui, il n'a plus de nom du tout. Il circule sous forme d'anxiété diffuse, de colère sensible, de nostalgie sans objet, de sentiment que quelque chose ne va pas, sans que l'on sache quoi. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une opinion, c'est une atmosphère. La modernité nous avait promis que vivre après les grandes histoires signifierait être libre, libre des récits imposés, libre des destins écrits, libre des sacrifices historiques. Mais ce que nous découvrons, c'est que l'absence de récits partagés ne supprime pas les structures, elle les rend invisibles. Et une structure invisible agit toujours plus profondément qu'une structure déclarée. C'est peut-être cela, le cœur non formulé de la rose de Versailles. Non pas la révolution, non pas la monarchie, non pas l'histoire, mais l'instant précis où une société continue d'avancer, alors que les individus, eux, ont déjà cessé d'y croire intérieurement. Lorsque la vie quotidienne fonctionne encore, mais que le sens s'est retiré. Lorsque les rôles sont maintenus, mais que personne ne s'y reconnaît plus. Nous pensions regarder cette œuvre comme on regarde un passé révolu. Mais il est possible que ce soit elle qui nous regarde maintenant. Non pour nous juger, non pour nous avertir, mais pour constater que nous sommes, à notre tour, entrés dans cette zone intermédiaire. Un monde qui fonctionne, des individus qui persistent, et entre les deux, un écart de plus en plus difficile à nommer. Ce texte ne cherche pas à réactiver une œuvre, il cherche à écouter ce qu'elle a laissé en suspens, non pas une réponse, mais une question durable. Que devient un être humain lorsque sa manière de vivre n'est plus compatible avec les structures historiques disponibles? Tant que cette question reste ouverte, la rose de Versailles n'est pas terminée, et peut-être aucune de nos histoires ne l'est non plus. Part 8. Chapitre final. Ce qui n'a jamais été dit, et pourtant continue de se dire, l'endroit où le récit retourne au silence. Il arrive un moment où l'on cesse de déplacer le regard.
Non parce qu'il n'y aurait plus rien à voir, mais parce que voir davantage ne produirait plus de compréhension supplémentaire. À cet endroit précis, le récit n'avance plus, il se dépose. Ce qui demeure ici n'est ni un thème, ni une idée, ni même une mémoire. C'est une densité. Ce texte n'est pas une analyse finale, il n'est pas une synthèse, il n'est pas un point d'arrivée. Il est ce qui reste lorsque toutes les opérations possibles ont déjà eu lieu et se sont révélées insuffisantes. Nous ne revenons pas à l'œuvre, nous ne revenons pas à l'histoire, nous ne revenons même pas à ceux qui ont regardé. Nous restons dans cet espace très étroit où le langage commence à comprendre qu'il ne doit plus progresser. Pourquoi, malgré tout, ce récit n'a-t-il jamais été entièrement formulé? La question n'est pas rhétorique, elle n'appelle pas de réponse cachée, elle ne mène pas vers une révélation. Elle indique seulement un point de rupture interne. Ce récit n'a pas été laissé incomplet par manque de moyens. Il n'a pas été interrompu par la violence des événements. Il n'a pas été réduit au silence par la censure ou par l'oubli. Il a été retenu par quelque chose de plus fragile encore. Dire entièrement aurait exigé de fixer définitivement ce qui, par nature, ne pouvait pas l'être. Dire entièrement aurait transformé des vies prises dans des rôles en concepts transmissibles. Dire entièrement aurait rendu compatible ce qui ne l'a jamais été, la participation et la compréhension, l'intime et le mouvement collectif, le choix et la nécessité. Ce récit a résisté non à la parole, mais à la clôture. Ce qui s'est joué ici ne pouvait pas être compris sans être en même temps perdu, car comprendre, dans sa forme la plus aboutie, demande une distance stable. Or, cette histoire ne propose jamais une position stable. Elle oblige à regarder depuis un lieu instable, à ressentir sans pouvoir décider, à participer sans pouvoir justifier. Elle place celui qui écoute dans la même inconfortable dissociation que ceux qui ont vécu à l'intérieur du récit. C'est ici que le silence commence à apparaître non comme un manque, mais comme une protection. Non pas le silence de l'oubli, mais celui de la retenue. Non pas ce qui empêche de parler, mais ce qui empêche de trahir. À mesure que le récit se tait, il ne disparaît pas. Il cesse simplement de se présenter comme un objet. Il ne demande plus d'être interprété, ni expliqué, ni transmis correctement. Il devient une présence résiduelle, une tension familière, une sensation de décalage qui réapparaît chaque fois que nos rôles sociaux ne coïncident plus avec nos affects. C'est pour cette raison qu'il n'y a rien à conclure. Toute conclusion serait un apaisement artificiel. Toute morale serait une simplification violente. Toute ouverture vers l'avenir serait une manière de détourner le regard de ce qui, précisément, ne peut pas être dépassé. Ce texte ne ferme rien, il ne scelle rien, il ne transmet pas un message. Il accompagne simplement le moment où le récit choisit de se retirer, non pas parce qu'il serait terminé, mais parce qu'il ne peut continuer sans être altéré. Ainsi, ce qui demeure n'est ni une œuvre, ni une leçon, ni une mémoire partagée. C'est une zone de silence qui continue de travailler au cœur de nos façons de vivre, de choisir, de participer. Et tant que cette zone existe, le récit n'a pas disparu. Il s'est seulement retiré du langage. Ici, le récit ne se termine pas. Ici, il cesse d'être prononcé. Et c'est précisément ainsi qu'il continue.